Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux un samedi matin. Ça fait plaisir pour parler du vivant. Je ne suis pas sûre qu'on aura assez d'une journée pour faire le tour du sujet, parce qu'il est immense, il est vaste, il est vertigineux. D'où vient le vivant? C'est une question oui, vertigineuse. Quand j'étudiais, je préparais cette rencontre, parfois j'avais des moments de... Ouais, c'est ça, de vertige. Mais en même temps, je crois que ça n'a jamais été aussi important de parler du vivant, d'essayer d'en faire le tour, essayer de comprendre ce que ça recoupe exactement, parce qu'on voit bien ces temps-ci qu'il n'a jamais été aussi en danger, ce vivant, et c'est peut-être depuis justement qu'on le sait périssable, qu'on le sait mortel, qu'on le sait en danger, ce vivant, qu'on a envie de le comprendre, de quoi il s'agit, de quoi on parle exactement, et comment travaillent tous ces scientifiques, tous ces littéraires, toutes ces personnes qui, au quotidien, essayent de décrypter le sujet. Alors, parce que c'est vrai que le vivant, il est omniprésent, il est partout, et en même temps, on ne sait pas toujours le penser très clairement. Il accompagne notre vie quotidienne avec son cortège d'héritage symbolique, mythologique, on va en parler, avec nos intervenants historiques, scientifiques bien sûr, qui chacun porte un récit sur sa naissance, la naissance du vivant et son déploiement. Alors, est-ce que l'on parle tous des mêmes réalités? Est-ce que les trois personnes qui sont là, qui ne se connaissent pas d'ailleurs, je suis contente de les faire se rencontrer, est-ce que ces trois personnes, ces trois scientifico-littéraires parlent des mêmes réalités? Comment ces réalités, ces cultures nourrissent les cultures humaines. Enfin bref, on va essayer de parler de tout ça pendant jusqu'à 12h45. Mais comme le sujet est passionnant et qu'il y a beaucoup, je suppose que vous avez beaucoup d'interrogations, j'aimerais bien pouvoir vous donner la parole à un moment ou à un autre pour que vous puissiez poser des questions à l'un ou l'une de nos trois intervenants. Donc voilà, on va essayer de garder la dernière demi-heure pour vous. Il y aura un micro qui circulera et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez aux trois personnes qui nous entourent. Alors justement, je vais vous les présenter. Jean Trinquier, vous êtes chercheur en littérature latine, historien de l'Antiquité. Et vous êtes également chercheur et historien des relations hommes-animaux. Hein, ça, vous allez nous en parler à l'ENS, à l'École nationale supérieure. Irène Langlais, vous êtes professeure de littérature comparée à l'université Gustave Eiffel. Voilà, donc avec vous, on va parler de comment la littérature s'empare de toutes ces interrogations et ça ouvre un champ très très vaste pour la littérature, vous allez nous en parler. Et Thomas Hems, vous êtes biologiste à AgroParisTech et à l'INRAE, auteur notamment de Infravie, le vivant sans frontières, paru au Seuil en 2019. Vous allez nous en parler aussi. Alors, je vais commencer par vous, Thomas Hems, parce que à cette question d'où vient le vivant, vous répondiez dans Libération que c'était une interrogation en jachère. Vous dites plus précisément qu'il existe en fait un récit assez standard. Il y aurait eu une première molécule, pas vivante en tant que telle, mais qui aurait été capable d'un seul coup de s'auto-reproduire, de se multiplier, et cette première molécule se serait trouvée protégée par une membrane qui aurait préfiguré une cellule pour pouvoir se diviser dans de bonnes conditions, et progressivement, par une succession d'étapes réglées par la sélection naturelle, dans un premier temps plus chimique que biologique, cette structure très simple se serait complexifiée et aurait fini par donner la première cellule. C'est bien ça. C'est à ce moment-là que la vie serait apparue. Voilà. Mais ce récit standard n'est qu'un récit, un scénario. Racontez, dites-nous en plus. Oui, exactement. Alors, du coup, quand on se demande d'où vient le vivant, ou quand on pose la question à un biologiste ou à quelqu'un qui serait spécialiste des origines de la vie, ce que d'ailleurs je ne suis pas, il y a des gens dont c'est le travail de traquer d'ailleurs par plein d'angles différents et d'approches différentes ce que pourrait être l'origine de la vie.
Alors d'abord, on va régionaliser les choses, on va parler peut-être de la vie sur Terre, ce qui est déjà très local. On aura peut-être l'occasion d'élargir nos horizons largement. Il ne faut pas jamais oublier qu'on est un petit point bleu quelque part dans l'univers. Mais c'est déjà une question assez substantielle. Et quand on essaie de comprendre comment est apparue la vie sur Terre, certains disent comment elle émerge, effectivement, il y a quelques récits un peu standards. On ne connaît pas aujourd'hui les origines de la vie sur Terre. Ça risque probablement d'être une question à laquelle on ne parviendra jamais à répondre. On ne trouvera jamais la trace fossile de la première entité inéluctablement vivante ou indiscutablement vivante. Mais il existe effectivement une tendance à expliquer les choses par une sorte, ce que j'ai appelé parfois une sorte de geste, c'est-à-dire une sorte de récit par étapes qui va du plus simple vers le plus complexe. Ce qui déjà doit nous interroger parce qu'une partie du travail des biologistes modernes a été de déconstruire le fait que le plus récent serait le plus complexe. On a des exemples de va-et-vient dans l'histoire de l'évolution où des lignées entières se simplifient. Donc le chemin vers la complexité, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mais bon, néanmoins, on constate qu'il est probablement plus probable qu'il ait d'abord existé des molécules que des êtres organisés, multicellulaires et très complexes. Donc il y a un récit effectivement standard qui consisterait à dire qu'on est parti de petites molécules, certaines auraient eu des propriétés, notamment capables d'être des petites photocopies d'elles-mêmes et de reproduire ce qu'on appelle l'autocatalyse. Et puis qu'au gré des différents concours de circonstances, toute une série de propriétés se seraient greffées un peu là-dessus, notamment une capsule qu'on appelle une cellule qui les protège, qui permet de maintenir un petit endroit où des innovations peuvent avoir lieu et différencier les cellules par rapport aux autres et donc alimenter le moteur de la sélection naturelle. Et puis après une complexification avec des êtres à plusieurs cellules et des choses comme ça. Mais ça, c'est une vision un peu, qui est à la fois ce qu'on peut produire peut-être de plus prudent, mais qui finalement rejoue de manière parfois un peu trouble cette idée de petite succession de miracles qui seraient apparus et qui du coup nous place implicitement à l'aboutissement d'une sorte de suite de miracles et qui donc nous donne une image qui peut être très scientifique, mais qui peut être aussi un peu plus trouble, parce que penser qu'on est le summum ou la perfection ou la fin de l'évolution, c'est quelque chose qui est combattu par les évolutionnistes aujourd'hui, parce que ça ne dit pas les choses. Et du coup, le propre de mon travail, de ma proposition théorique, a été justement de déconstruire cette trajectoire un peu unidirectionnelle, en imaginant que la vie puisse apparaître plusieurs fois, de plein de manières différentes, par des essais, par des tâtonnements, et non pas à la suite d'une petite succession d'étapes finement réglées. Ça, c'est pour la vie sur Terre, mais alors, le biologiste peut aussi rajouter que quand on s'interroge sur ces premières étapes fragiles de l'apparition de la vie sur Terre, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il n'y a pas éventuellement une insémination venant d'ailleurs. C'est-à-dire, on peut faire l'hypothèse que ces petites complexes moléculaires sont apparus ici, localement, dans des endroits, par exemple des sources chaudes au fond des océans ou des choses comme ça, mais on peut faire l'hypothèse qu'une partie de ces briques est venue d'ailleurs. Et du coup, on recule la question et ça la rend d'autant plus redoutable de savoir si elle est apparue ailleurs, dans quelles conditions elle a pu apparaître sur d'autres planètes, ou du moins les briques élémentaires, dans quelles conditions elles ont pu apparaître. Donc ça, c'est un autre set de réponses qui est ce qu'on a appelé la panspermie, c'est-à-dire l'idée que la vie, ou les briques de la vie en tout cas, puissent avoir été diffusées à des échelles interplanétaires. Comment appelez-vous ça? La panspermie. La panspermie. Spermie, c'est les graines de la vie. D'accord. Et la panspermie, ça veut dire qu'elle viendrait de partout, quoi. D'accord. C'est un terme qui date de la fin du 19e siècle, qui était dans une sorte de... Il y avait une concurrence entre différentes hypothèses sur les origines du vivant. Et on n'en est toujours pas vraiment sorti, en fait. On ne pense pas forcément que des êtres vivants, au sens de la biologie, j'y reviendrai, au sens de la biologie qu'on connaisse, puissent survivre, même des petites bactéries, les êtres les plus rudimentaires, puissent survivre raisonnablement à des longs voyages interplanétaires sur des météorites. Par contre, des météorites qui contiennent des briques, c'est-à-dire des molécules du vivant,
ce qui est donc l'entité de base qui va servir à fabriquer des cellules, ça, on sait que ça existe. Donc ça peut être une hypothèse. Après, la question, le gros point d'interrogation, c'est dans quelle mesure c'est plutôt l'un ou l'autre, ou alors éventuellement dans quelle mesure ça peut se combiner. Se compléter, ouais. Ouais. Irène Langlais, là on voit bien que pour la littérature, toutes ces hypothèses différentes, vous m'entendez suffisamment, hein, vous n'hésitez pas à crier si tout à coup l'un ou l'autre parle trop loin du micro et que vous ne nous entendez plus. Toutes ces hypothèses, tous ces scénarios sont un champ infini pour la littérature et notamment la science-fiction. Je suis très contente d'entendre parler de panspermie parce que c'est l'une des hypothèses préférées de la science-fiction. En vérité, les deux grands récits que vous venez d'esquisser, c'est un peu les deux grands patrons narratifs sur lesquels s'est développée la science-fiction. Et l'intérêt finalement pour les chercheurs, c'est pas tant d'aller essayer de détecter quelle est l'hypothèse qui est mise en récit dans tel ou tel roman ou dans tel ou tel cycle. C'est plutôt de voir comment en tout cas pour une comparatiste comme je suis, c'est plutôt de voir de quelle façon les cultures se les sont appropriées, comment ça s'est coulé dans des schémas narratifs aussi qui appartenaient à telle ou telle culture. Alors par exemple, la panspermie a une particulière fortune dans la science-fiction française des années 50 et 60, pour des raisons peut-être liées à l'imprégnation religieuse, je ne sais pas. En tout cas, ça a été le cœur de l'un des épisodes les plus intéressants, il me semble, en termes d'histoire culturelle et d'histoire de la science-fiction, la fameuse histoire du matin des magiciens. Dans la science-fiction, c'est pas forcément des briques du vivant, ça peut être de bons gros extraterrestres, mais symboliquement c'est la même chose. C'est des êtres ou des représentations ou des entités vivantes qui viennent d'ailleurs. Le Matin des magiciens, c'est un livre qui, en 1962, rassemble, alors c'est un livre très étonnant, c'est un livre qui est fait comme un dossier, il y a certains chapitres qui ressemblent à des entretiens, d'autres qui ressemblent à des coupures de documents, des rassemblements de documents, il est très foutraque. Quel en est l'auteur ? Alors, ou les auteurs ou l'autrice J'y viens. Le Matin des magiciens, il est signé par Jacques Bergier et Louis Pauwels, le futur patron du Figaro, qui à ce moment-là est un jeune intellectuel très intéressé par l'occulte, l'étrange, les phénomènes inexplicables. Et alors le Matin des magiciens, c'est une sorte de rassemblement de toutes les énigmes à la mode. Alors vous avez de l'île de Pâques, vous avez de l'Atlantide, vous avez du triangle des Bermudes, pas mal, ces dessins qu'on voit de très haut quand on survole les champs, soit dans la cordillère des Andes, soit dans certains champs de Grande-Bretagne. Bref, du Stonehenge, bien sûr. Et ce livre rassemble tout ça pour découler sur l'explication de tous ces mystères. Eh bien, c'est la visite d'extraterrestres, il y a très 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 longtemps, dans un passé reculé, d'extraterrestres qui auraient été à l'origine de ces phénomènes étranges. Et bien sûr, non, enfin pas forcément bien sûr, mais je vous dévoile un tout petit peu la fin. Ces extraterrestres, ils n'auraient pas complètement disparu, ils seraient encore parmi nous. Et l'hypothèse se complotise un peu à la fin. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre-là ? D'abord que c'est un gigantesque succès. C'est un succès de librairie considérable. Deuxièmement, ça donne lieu à la création d'une revue, la revue Planète, qui aura une vie d'une quinzaine d'années également à succès, avec un nombre considérable d'abonnés. Et la troisième chose, c'est que ça nous révèle à quel point les explications de la vie sur Terre ou de l'origine du vivant, dans la science-fiction en tout cas, aiment, en tout cas dans cette culture-là, à ce moment-là de la culture, aime l'idée d'une étrangeté venue d'ailleurs. Et je dirais que la science-fiction, même dans les autres épisodes que celui-ci, que je vous ai brossé à très grands traits, aime énormément, non pas à s'interroger sur l'origine du vivant, mais plutôt sur son étrangeté. C'est un genre plutôt
spécialisé dans l'étrange, l'étrangeté, le non familier, la chose bizarre. D'ailleurs, dans les années dont je vous parle, les revues de science-fiction sont plutôt caractérisées comme spécialisées dans l'étrange. Hein, c'est des revues sur l'étrange. Et c'est donc la Panspermie est l'un des plus merveilleux patrons narratifs pour développer un nombre d'histoires considérables sur ce modèle-là. Très intéressant, je ne connaissais pas cet ouvrage. Jean Trinquier, justement, je vous entendais parler avec Irène Langlais avant ce débat, et je crois qu'Irène vous disait les théories élaborées dans l'Antiquité ne sont pas si éloignées que ça de la SF. Est-ce que c'est vrai ? Oui et non. On peut tisser des liens avec les deux présentations qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on retrouve la mise en récit. On n'a pas un récit sur l'origine du vivant, on a des récits concurrents, même un grand nombre de récits concurrents sur l'origine du vivant, puisque ça fait partie du débat intellectuel et ça fait partie en particulier du débat philosophique. Et on a une concomitance, une coïncidence entre l'émergence d'une réflexion philosophique et puis l'émergence d'un certain nombre de récits sur l'origine du vivant qui se différencient de récits antérieurs qui, eux, sont mythiques. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc on a bien des grands récits sur l'origine de la vie. Donc une mise en récit, mais ce sont des récits qui prétendent à la vérité et qui essaient de mobiliser tout un appareil de preuves. Alors, de quelles preuves pouvait-on disposer dans l'Antiquité pour penser l'origine du vivant ? Vous venez de dire que c'est une question extrêmement ardue et une question auquel on n'a pas encore les moyens de vraiment répondre, et ce, sans doute pour longtemps, voire pour toujours. Évidemment, dans l'Antiquité, quand on a commencé à réfléchir sur ces questions, au VIe siècle avant notre ère, on avait encore moins de moyens d'y répondre. Donc, quels moyens avait-on ? Eh bien, on avait deux moyens, finalement. La logique, le raisonnement, et puis l'expérience commune, l'observation de ce qui nous entoure. Et finalement, la réunion, la conjonction des deux, ça donne le raisonnement par analogie. C'est-à-dire on raisonne par analogie avec des phénomènes observables aujourd'hui pour essayer de déterminer comment, dans un lointain passé, la vie est apparue. Est-ce que je peux encore souligner deux points et une bien sûr, allez-y. Donc, le premier point, c'est que dans l'Antiquité, mais peut-être aussi un peu aujourd'hui, c'est absolument inséparable des récits sur la naissance du monde ou la naissance de l'univers. Les deux sont absolument intimement liés. Donc ça, c'est un premier point. Et parfois même, d'ailleurs, on considère l'univers comme un vivant. Donc là, le lien est encore plus fort. Ça, c'est un premier point. Et j'étais extrêmement sensible à ce que vous avez dit, donc sur cette suite de petits miracles qui permettent de passer du simple au complexe. Et c'est difficile d'échapper à une téléologie. Tout doit conduire vers le plus complexe étant le plus parfait et le sommet de l'évolution. Dans l'Antiquité, sauf exception, il y a quelques récits, par exemple Empédocle, qui sont en quelque sorte déviants. Sauf exception, on ne raisonne pas comme ça. Ce qu'on veut expliquer, c'est le saut de l'inerte au vivant, mais ce vivant, c'est d'emblée un vivant complexe. Et donc évidemment, le passage est beaucoup plus difficile à expliquer parce que le passage est extrêmement brutal entre l'inerte, la matière, et puis un vivant comme nous, un vivant extrêmement complexe. Donc sans avoir cette idée d'évolution progressive, finalement, il se compliquait un peu la tâche. J'aimerais bien que vous nous parliez de l'œuf primordial, parce que ça, cette histoire d'œuf primordial m'a bien plu. Est-ce que vous pouvez développer de quoi il s'agit ? On est vraiment au cœur de cette question avec l'œuf primordial, parce que c'est la fameuse question qui peut paraître absolument triviale de l'œuf et de la poule, de ce qui vient en premier. Y a-t-il d'abord eu une poule ou y a-t-il d'abord eu un œuf ?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on cherche une origine, et donc on cherche un modèle sensible de l'origine. Ce modèle sensible de l'origine, finalement, il peut être offert soit par la graine, soit par l'œuf. Mais finalement, souvent, les œufs, c'est plus spectaculaire, c'est plus gros que les graines, et donc on préfère raisonner à partir de l'œuf. Donc l'idée, c'est qu'au début, il y a l'œuf, la vie sortirait de l'œuf, et la vie sortirait de l'œuf déjà complète, en quelque sorte, puisque là, on passe directement de rien à le vivant complexe, à savoir un poussin qui donnera une poule adulte. Mais évidemment, c'est extrêmement difficile d'avoir un œuf sans poule. Et donc, ça demande beaucoup d'acrobatie, des raisonnements compliqués pour expliquer comment on peut avoir un œuf sans poule. Et l'une des réponses, et là je fais un lien avec ce que vous avez dit, une façon en quelque sorte d'esquiver le problème ou de le résoudre à moindre frais, c'est de considérer que cet œuf, il a une origine extraterrestre. Il tombe du ciel. Mais c'est un peu évidemment le refuge de l'ignorance, de recourir à l'œuf extraterrestre. Et donc on a des récits où on a un œuf primordial en argent qui tombe de la Lune. Et donc finalement, cette origine extraterrestre de la vie, ça serait une origine lunaire. Ce qui évidemment ne fait que déplacer le problème. Puisque comment la vie serait apparue sur la Lune, ça pose un problème encore plus difficile et encore plus éloigné de nos possibilités de compréhension. Du coup, ce qui explique sans doute le succès de la science-fiction, parce que c'est infini. Enfin, on a envie de s'amuser avec ça, d'imaginer toutes les hypothèses, de balayer tous les scénarios possibles. Et la science-fiction apporte ça. Alors, c'est l'idée actuelle qu'on se fait de la science-fiction, le genre de tous les possibles. En vérité, notre ami, j'ai oublié votre prénom, Thomas l'a dit tout à l'heure, incidemment, c'est passé un peu inaperçu, mais je crois que c'est essentiel. La science-fiction, elle est née en même temps que les hypothèses évolutionnistes. Elle se développe, c'est un genre de la fin du 19e siècle, c'est très important de le rappeler. La manière dont cette littérature-là a émergé, a agrégé un certain public, a perfectionné ses formules, a constitué petit à petit un canon, une culture. C'est pas indépendant d'au moins 3 choses, mais je les énumère juste comme ça. La théorie de l'évolution, les principes de la thermodynamique, et notamment son deuxième principe, l'entropie. Autrement dit, le fait que les mondes, pas seulement le vivant, mais les mondes sont un peu pensés comme du vivant, c'est-à-dire qu'ils finissent par s'éteindre, qui finissent par retourner à une sorte de désorganisation inerte. Et puis le troisième principe, bien sûr, mais qui n'est pas encore là ou qui n'est là que pour les plus audacieux des intellectuels, c'est la théorie de la dérive des continents, qui, au contraire, met en place un imaginaire plutôt du recyclage de monde permanent, et qui va périmer relativement vite les images de fin du monde comme des mondes gris, plats, à raser, parce que justement un imaginaire sans la théorie de la dérive des continents, c'est un imaginaire où finalement on finit tous par revenir à la poussière. Il n'y a plus de montagnes, il n'y a plus de fleuves, il n'y a plus de vie, tout redevient inerte. Du coup, en fait, les années les plus constitutives et les années de consolidation de la culture de science-fiction, c'est plutôt au contraire les années de renforcement d'un seul patron narratif, je dirais. Celui de l'évolution, celui où du vivant au plus vaste univers multigalactique, ça se comporte un peu de la même façon, avec ses grandes théories, évolution, puis dégradation et désorganisation des éléments. C'est plus récent, en fait, de voir la science-fiction comme le genre de tous les possibles, qui expérimentent toutes sortes d'idées. Je trouve que
les théories les plus intéressantes de la science-fiction en ce moment nous viennent plutôt des études culturelles qui essayent de mettre en rapport cette culture-là avec le développement des empires coloniaux, le développement de la science au tournant du 19e siècle, des nouvelles compréhensions du temps en particulier. Les voyages dans le temps sont à l'évidence liés au développement de la relativité générale, plutôt que cette vision un peu euphorique qu'on a en ce moment de la science-fiction comme genre de tous les possibles. J'ai bien conscience d'un petit peu doucher quelques enthousiasmes, mais c'est intéressant. En fait, dans la science-fiction, il y a plus souvent des schémas conservateurs et puis de la réduplication de grandes idées qui sont puissantes à leur époque, comme celle-ci. Thomas Hems, est-ce que c'est facile de débattre de ces questions, encore plus aujourd'hui, où on voit que la science est remise en question, notamment avec tout le complotisme qui se développe beaucoup. Alors, a fortiori sur ces questions, d'où vient le vivant, où allons-nous, comment c'est des questions qui remuent plein comment dirais-je, de convictions, qu'elles soient religieuses ou autres. Est-ce que c'est facile de bosser sur ces sujets aujourd'hui ? Alors oui, comme vous le dites bien, d'abord se demander ce qu'est ou d'où vient le vivant est une interrogation absolument existentielle, commune à toutes les cultures. On n'a pas attendu qu'il y ait des biologistes dans des laboratoires de biologie, dans des universités où il y avait des chaires de biologie pour répondre à cette question. Et c'est vrai que quand on touche à ses origines, à la recherche de ses origines, on appuie éventuellement là où ça peut faire mal parce qu'on va aller au cœur des convictions, y compris religieuses. Il y a une intense littérature épistémologique qui rappelle qu'on peut tout à fait être croyant et faire de la science, et en particulier y compris sur ces questions-là. Mais justement, je trouve que les choses sont rendues peut-être artificiellement plus compliquées si on s'en tient à essayer d'être dans une concurrence d'origine. C'est-à-dire, est-ce que c'est une origine divine ou une origine matérielle ? Moi, je pense que justement, ce qui désacralise un peu, ce qui peut contribuer à désacraliser les choses, c'est de voir que la vie, donc au sens de la biologie, est probablement apparue. Il y a une lignée de vivants. On a tous probablement une origine commune. Tout porte à croire cela, mais la vie a pu apparaître à plein de fois, de plein de manières différentes, sur plein de possibilités matérielles différentes. Il y a un article scientifique cette semaine qui est paru, qui raconte que des chercheurs ont essayer d'imaginer toutes les formes de combinatoires chimiques qui peuvent permettre de faire ces petits cycles autocatalytiques moléculaires que j'évoquais tout à l'heure. Et ils en ont envisagé plusieurs centaines, ce qui est plus que le nombre de races extraterrestres qu'il y a dans certaines encyclopédies d'extraterrestres, comme le dictionnaire de Barlow. Donc il y a plein de... Il y a dans l'inventivité de la science... parle à l'inventivité de l'imagination humaine, et d'ailleurs avec parfois des croisements qui sont intéressants. Moi, par exemple, dans l'ouvrage que vous avez bien voulu citer, j'essaye de voir, de travailler sur notre lien avec la minéralité. Parce qu'évidemment, ce qui semble s'opposer de manière de plus antinomique au vivant, c'est le minéral. Ça semble être l'incarnation du statique, de l'inerte. Et en fait, c'est pas vrai. On a des origines minérales de toute évidence. On a du minéral en nous. L'ADN est un cristal. Il y a plein de manières différentes de dire que on est dans un rapport dynamique avec la minéralité. Et ça, c'est une question qui a été travaillée très tôt par la science-fiction. Ronnie Henné, dans un de ses premiers ouvrages,
quasiment presque un des ouvrages fondateurs de la science-fiction française, enfin je parle sous votre contrôle, parle de ça, parle de... Au ferromagnéto. Oui, au Kipéus, au ferromagnéto, à la mort de l'homme, enfin à tous ces êtres-là, interroge justement ce qu'il y a d'ailleurs dans la fin de l'homme ou la mort de l'homme, la mort de la Terre, les ferromagnétos viennent se nourrir du fer, du sang des humains, donc ça veut dire qu'on est déjà dans des espèces d'échanges, d'interactions, de prédation réciproque. Donc si on reste collé à ces grands récits mythiques, cette grande généalogie, avec cette ligne de fuite qui nous amène vers une origine, évidemment qu'on va spectaculariser une sorte d'opposition entre la science et l'origine que pensent les grandes religions. Et si on déconstruit ça, peut-être qu'on peut être encore plus surprenant. Et je voulais juste dire, mais c'est presque aussi une question que je pose, c'est que évidemment, Darwin est connu pour avoir lancé la logique qui veuille qu'on ait cette origine commune. Mais cette profondeur de l'histoire du vivant, qui permet d'ailleurs de comprendre sa complexification progressive, sortir de cette idée du poussin qui est tout complexe, qui sort tout complexe de l'œuvre, elle a aussi été permise par la disqualification progressive de l'idée de la génération spontanée qui traîne depuis très longtemps. Et ça, je ne sais pas très bien d'ailleurs comment ça peut coexister dans les récits mythiques, parce qu'on a à la fois des récits des origines, je pense à la Bible par exemple, où les animaux, les vivants sont créés au tout début de l'histoire du monde. Et puis on a cette histoire de génération spontanée où on vous explique pendant des siècles et des siècles que la vie peut apparaître de manière très simple, mais parfois un peu complexe. On vous explique que oui, des souris peuvent apparaître dans un placard. Si on met des grains de maïs et qu'on ferme bien le placard, des souris peuvent apparaître. Bon, depuis, on a réussi à trouver des explications un peu plus satisfaisantes, mais c'était encore au XVIIe siècle, 16e, XVIIe siècle, quelque chose qui était défendu par des scientifiques. Donc il y a cette concurrence entre la nécessité d'un temps très long pour que la vie existe, et puis parfois l'acceptation qu'elle puisse émerger comme ça, comme des petites bulles de champagne à plein de moments différents. Et il a fallu classer, notamment avec Pasteur, qui arrive à la fin d'une histoire, il a fallu classer ranger cette hypothèse au placard des hypothèses non scientifiques pour pouvoir installer l'idée d'un récit très long et qui permet d'unifier le vivant aussi. Qui permet de dire que unifier le vivant, ça veut dire de dire que tous les vivants, végétaux, animaux et micro-organismes, ont une origine commune. Jean Trinquier, vous avez Oui. Donc on m'invite à une mise en perspective historique, et donc on va partir de l'Antiquité. Donc plusieurs choses. Donc là, en fait, on parle de deux grands modèles pour penser l'émergence du vivant, c'est-à-dire le vivant qui apparaît dans l'histoire du monde à un certain stade de cette histoire du monde selon des processus naturels, premier modèle. Et le deuxième modèle, c'est le modèle créationniste dont on parle. Donc il y a c'est une autre réponse à l'origine de la vie. Il y a une instance démiurgique qui, à un moment donné, c'est un événement, crée le vivant. Ce que je voudrais dire sur ça, c'est que dans l'Antiquité, ce n'est pas une thèse religieuse, le créationnisme. On a d'une part des récits mythiques qui mettent en scène la fabrication de l'homme, par exemple, par Prométhée ou par Épiméthée, à partir de la boue, on le modèle comme une statue. Mais c'est aussi une thèse philosophique, une thèse scientifique sur l'origine du vivant. Donc c'est une thèse antagoniste. C'est un autre modèle, mais c'est pris dans un débat philosophique. Et donc on ne se jette pas à la tête des anathèmes ou des accusations d'athéisme pour ça. Il y a des accusations d'athéisme dans l'Antiquité, il y a eu des procès de philosophes célèbres, mais ce n'est pas directement pour ça. Alors après, la génération spontanée, oui, vous avez tout à fait raison de rappeler que pendant très longtemps, la génération spontanée, ça a été considéré comme un fait d'expérience. C'est quelque chose que l'on observe, et donc ça existe parce qu'on l'observe. Par exemple, on laisse traîner de la viande, on voit des asticots dans la viande. Si on ne connaît pas le mécanisme complexe qui conduit à la naissance, enfin à la présence des asticots dans la viande, la réponse immédiate, c'est de dire qu'ils sont nés
tout seul de la putréfaction de la viande. Comment cela s'articule avec la pensée de l'origine du vivant? Et ça, c'est une excellente question, c'est-à-dire la génération spontanée. Si on considère que c'est un fait d'expérience, c'est un fait encore actuel. Tandis que la naissance du vivant, c'est quelque chose qui est placé dans un lointain passé, un événement révolu, mais qui a fait advenir la situation actuelle. Comment articuler les deux? Eh bien ça, précisément, on a des philosophes dans l'Antiquité qui ont réfléchi sur cette question. En quelque sorte, la génération... Et ils ont cette génération spontanée, elle est limitée à des organismes de petite taille ou alors considérés comme rudimentaires. Là, le plus souvent, c'est l'asticot, c'est le ver de terre, c'est le petit insecte. Ça va jusqu'à la souris, mais avec la souris, on est déjà au sommet de la complexité de la chose. Donc, comment on articule les deux? On considère que finalement, c'est un vestige actuel, en quelque sorte fossile, des phénomènes qui étaient à l'œuvre au moment où on a créé en fait tout le personnel vivant de la Terre, beaucoup plus intéressant, hein, toutes les espèces complexes, spectaculaires. Donc ça aide à penser. Donc il y a une idée qu'il y a eu un temps primordial où le monde, ou la Terre, ça dépend des instances, possédait une fécondité extraordinaire et a pu donner naissance à toutes les espèces animales, hein, dont l'homme. Et aujourd'hui, cette fécondité de la Terre, hein, la Terre a vieilli. Là, on retrouve le lien entre l'apparition de la vie et puis aussi, peut-être qu'on y reviendra, la pensée de son extinction, puisque les deux peuvent s'impliquer et s'articuler, mais pas forcément. Mais c'est une autre question. Donc cette génération spontanée, voilà. Aujourd'hui, il n'apparaît plus que du très simple ou très rudimentaire. Dans les temps primordiaux, a pu apparaître l'extraordinairement complexe. Et, pardon, juste, j'ai un tout petit peu botté en touche dans votre question, mais je veux quand même le dire, parce que j'ai la chance de oui, pouvoir j'allais parler, revenir dessus, justement. Oui, effectivement, il faut une vigilance de tous les instants. C'est pas toujours facile de parler de biologie évolutive, c'est pas toujours facile de parler des origines de la vie. Oui, on peut être effectivement confronté à des pressions bigotes de tous ordres qui parasitent en fait finalement la pensée. La réponse que le scientifique ou l'enseignant peut apporter, c'est d'engager des dialogues, de ne pas être dans la condescendance, de ne pas être dans l'arrogance de la science, mais quand même de rappeler qu'effectivement on est sur des registres très différents. Que évidemment la conviction de chacun est respectable et il n'y a rien à dire là-dessus, mais quand effectivement on veut, avec les armes d'une pensée très ancienne, très symbolique, très mythologique, répondre à des questions de la science d'aujourd'hui, on se trompe de périmètre. La science ne peut pas répondre à des grandes questions métaphysiques sur le sens de la vie. Les religions sont un peu moins armées pour expliquer matériellement comment la vie est apparue il y a 4 milliards d'années. Voilà. Au-delà de la religion, maintenant, il y a vraiment toute des théories, une montée du complotisme. Est-ce que, par exemple, vous, votre boulot de scientifique, aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, est-ce que vous considérez, est-ce qu'il a changé à cause de ça, justement? Alors, en fait, je dirais à chaud qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins propice à générer une forme de suspicion. C'est évident qu'en tant que modeste représentant de l'institution scientifique, je peux effectivement avoir à faire face à des défiances totales vis-à-vis de la science, non pas en tant qu'activité intellectuelle, mais en tant qu'institution et donc suspecte. Ça peut arriver. Moi, j'enseigne beaucoup à mes étudiants. Alors, ça sort un peu du cadre du débat de ce matin, mais comme j'enseigne aussi l'histoire des sciences à AgroParisTech, j'enseigne beaucoup la question du doute. Qu'est-ce que ça veut dire que douter scientifiquement? À quel moment le doute peut être un poison important. Et à quel moment il est très utile? Enfin, essayer de distinguer ces choses-là. Sur la question des origines de la vie, je ressens pas de ressort complotiste dans les objections que je peux avoir, mais ça peut arriver sur plein de questions que mon école porte très fort, hein, sur le dérèglement climatique.
Il y a une opposition idéologique, factice, manipulée. Alors, il y a des gens de bonne foi qui pensent de bonne foi retenir les arguments qui nient le dérèglement climatique, mais il y a beaucoup de gens manipulateurs, et c'est ça que j'essaie de déconstruire avec mes étudiants, de déconstruire la source de ces manipulations. Voilà. Je voulais juste le dire. Et vous-même, vous deux, vous le sentez dans votre boulot quotidien, cette remise en question des universitaires, des scientifiques, vous le ressentez ? Allez-y, l'anglais. Oui. Et moi, ce que je ressens surtout, et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure cette remarque sur ce qu'est la science-fiction, comment la science-fiction est perçue maintenant, comment elle a pu être autrefois. Au sujet des fictions climatiques, par exemple, de ce vaste corpus qui est plus diversifié qu'on peut le penser, hein, bien sûr, où il n'y a pas les que Climfi, c'est ça, les Cli-Fi. Cli-Fi. Ou Cliffy. Après tout, on a climaté Wi-Fi, on dit Wi-Fi, nous. Hein, donc, et Hi-Fi, on dit Hi-Fi. Donc peut-être qu'on dira Cliffy, mais je ne sais pas... Pourquoi ça fait Cliffy, ça fait non, c'est mieux que Cli-Fi, vous avez raison. Cli-Fi, ça, hein, ça jette, Cli-Fi. Pour l'instant, restons-en là. Il y a beaucoup de fictions très, très positives dans la Cli-Fi, et en tout cas des fictions qui mettent en scène autre chose que le catastrophisme, l'extinction, l'effondrement. Il y a aussi, par exemple, des fictions de redécouverte du vivant, de redécouverte de la manière dont on peut regarder le vivant. J'aime beaucoup citer Dans la lumière de Barbara Kingsolver quand on aborde cette question-là. Les étudiants et étudiantes à qui on propose de faire l'analyse des fictions climatiques, j'ai été extrêmement surprise et un peu inquiète de voir que l'une des premières réactions, c'est le rejet. Ah non, encore le climat, on va nous faire la morale. Hein. On n'est pas en littérature pour qu'on nous fasse la morale. Nous, on veut lire d'autres trucs. On préfère, je sais pas moi, l'histoire d'Andromaque ou de la Terre à la Lune que de la morale. Il y a quelque chose comme un moment critique, il me semble, dans l'articulation des développements de l'imaginaire, des développements des fictions et peut-être certaines lassitudes. Une façon de se protéger, alors peut-être du monde réel plus que des fictions, mais comme ça va ensemble, une espèce de bouchon là qui se crée, de bouchon culturel. Et certaines des étudiantes de ce cours étaient, alors moi j'ai peine à y croire hein, quand même, mais l'une des premières choses qu'on fait, c'est de se demander des trucs très simples. C'est quoi le climat? La Terre, c'est vieux de combien d'années? Des choses comme ça. Je suis très étonnée que les réponses ne soient pas évidentes. Il y a des gens qui ont dit 600 000 ans pour la Terre. Hein, mais je ne sais pas si c'était de la provocation ou pas. J'ai l'impression que pour certains, c'est très long, 600 000 ans. Ouais, Moi, j'ai eu des exemples beaucoup plus courts. J'ai l'impression que non, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tant l'ignorance qui s'exprime là-dedans, mais c'est l'indifférence. C'est une indifférence à la science qui me... Moi, c'est plutôt ça qui me soucie. Plus qu'une remise en question, une indifférence. Moi, je trouve qu'il y a... quand on est face à des complotistes, des zététistes, on sait qu'il y a du boulot, mais on monte au front d'une certaine façon. Face à quelqu'un qui dit... non, mais je ne veux pas entendre parler de science. La science, c'est froid, c'est moche, c'est embêtant. Et vous allez nous mettre des fictions climatiques qui vont nous parler de ça. On n'en veut pas. Je trouve que c'est ça qui est le plus... Jean Trinquier, sur ce sujet. Moi, je suis professeur de latin et de littérature latine, donc évidemment, je ne suis pas soumis aux mêmes pressions complotistes qu'un biologiste de l'évolution. Est-ce que les Romains ont vraiment existé? Ça va de soi. Et ont-ils découvert l'Amérique? Ça, c'est une autre grande question. Mais cela dit, bien sûr, je vis dans cette société où la légitimité du savoir, en particulier, est remise en question. Et nous, l'urgence pour nous, et la menace pour nous, c'est la dévalorisation radicale de l'intérêt du savoir que l'on porte. On doit sans cesse montrer leur utilité. Bon, ça c'est une autre question. Quel peut être notre rapport justement contre le complotisme? Eh bien, moi je suis à la fois philologue et historien. Je pense que dans les deux cas,
on a une mission de formation. La philologie, c'est regarder les énoncés textuels de très très près, les analyser de très très près dans leur constitution. Et c'est pas la saisie vague et instantanée d'un message mal compris. Hein. C'est le contraire, c'est un art du détail auquel on a du mal à amener les jeunes générations, hein, parce que ça va contre leurs habitudes. Et puis l'histoire, évidemment, avec la critique historique des sources, hein, réfléchir à qui parle en fonction de quels intérêts, etc. Là, on est aussi au cœur du démontage du complotisme. Mais... Est-ce qu'à ce stade du débat, vous auriez des questions à poser à nos invités? Sinon, moi, j'en ai plein d'autres, hein, vous inquiétez pas. Donc, ne vous sentez pas obligés. Mais je me dis que tout ce qui vient d'être dit, ça ouvre tellement d'interrogations. Oui, monsieur, il y a une... Est-ce que quelqu'un a un micro? Ah, voilà. Oh non, il vaut mieux un micro, c'est toujours plus confortable. Moi, je suis totalement ignorant en vous écoutant. J'ai vu que tous les trois, régulièrement, vous étiez sur... ça revenait, d'où vient la vie. Après, il y avait d'où vient le vivant. D'où vient la vie. D'où vient le vivant. Vous voyez, alors je ne sais pas, je laisse le côté féminin, masculin. J'étais en train de me demander si un être en vie, prenons peut-être les êtres humains, peut ne pas être encore vivant. Oula. C'est-à-dire que, alors là, vous, hein, voilà, moi je dis mon charabia, vous voyez, il y a peut-être quelque chose, la vie et le vivant, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Voilà, je vous remercie encore. Hein, voilà. Merci. Qui... Ah, je peux me lancer? Allez-y, allez-y. Je crois que j'avais eu ça au sujet du bac. Mais j'avais pas choisi ce sujet finalement. Vous avez une deuxième chance. Oui, j'ai une deuxième chance d'essayer de m'en... Non. Bon, comme biologiste, je suis le premier à admettre que la vie est un phénomène pour lequel je ne suis pas du tout le seul à avoir des réponses à apporter. On peut penser à la vie psychique, la vie morale, enfin voilà. La vie, il faut bien s'entendre sur quand on veut discuter de ce qu'est la vie, d'où vient la vie, il faut bien s'entendre sur le point de départ, parce que effectivement, si on s'intéresse à la vie sur Terre, par exemple, c'est pas la même chose que si on s'intéresse aux origines de l'humain. Par exemple, la vie humaine est apparue à un certain moment d'une histoire plus vaste que celle de la vie sur Terre. Donc, le vivant, ça peut être soit l'activité d'être vivant, donc dans ces cas-là, on est un biologiste moléculaire, on est un biologiste cellulaire, on regarde à l'intérieur des vivants comment ça tourne, les dynamiques, comment ça fonctionne. Le vivant, ça peut être compris au sens aussi de l'ensemble des êtres vivants en interaction les uns avec les autres. Donc là, on est sur des approches plus globales, autour de l'écologie, autour plutôt, on s'approche plutôt de l'interdisciplinaire. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la distinction que moi j'essaye de faire. Après, je sais que pour moi, c'est pas une distinction absolue. Ça peut m'arriver de parler de l'un à la place de l'autre. Mais ce que votre question me permet peut-être de dire, et le forum en témoigne, et on le sent dans l'actualité générale, il y a une vogue sur le mot « le vivant ». Depuis quelques années, on en comprend bien les ressorts, l'urgence climatique, l'épuisement des ressources, les menaces contre la biodiversité. Bon, tout ça l'explique très bien. Avec, et je vais le dire une fois, mais je voulais quand même le dire, avec parfois le sentiment un peu déroutant de la part d'un biologiste que le vivant c'est un peu tout et n'importe quoi, que c'est obligatoirement un objet d'émerveillement, obligatoirement un objet d'esthétisation. Voilà. Pour moi, le vivant, je suis émerveillé par le vivant. Un brin d'herbe m'émerveille plus que la plus complexe des machines, mais je suis probablement venu à la biologie par cet émerveillement, mais j'essaye de le comprendre aussi parfois de manière clinique. Je vois qu'il y a des vivants qui détruisent d'autres vivants. Je vois que, alors ça ne nous empêche pas de réfléchir à l'urgence et à notre capacité particulière à détruire beaucoup de vivants. Ça, j'en suis le premier convaincu. Mais je pense aussi que quand par exemple, il y a 2 ans,
il y a une série d'articles qui est paru dans un excellent journal qui n'est pas Le Monde, qui n'est pas Libé, qui est Le Monde, sur les nouveaux penseurs du vivant. Il y avait à peu près aucun biologiste qui était mentionné dans ces nouveaux penseurs du vivant, ce qui était quand même assez. Je veux dire, c'est très bien qu'il y ait des philosophes. Je passe ma vie à travailler, à étudier des philosophes et à utiliser leurs pensées dans mes enseignements. Donc, je ne pense que du bien des philosophes du vivant, mais qu'il n'y ait quasiment aucun biologiste, en particulier aucun biologiste moléculaire et cellulaire, qui soit interrogé dans un ensemble d'entretiens de cet ordre me paraissait complètement extravagant. Et je voudrais juste rappeler que voilà, le vivant, c'est aussi de la science, c'est aussi des manips, c'est aussi des expériences qui nécessitent de l'opiniâtreté, qui nécessitent de penser contre soi-même, qui nécessitent de pas seulement s'émerveiller de la beauté de la vie, parce que des fois la vie, elle est très souvent très belle et magnifique, mais elle est parfois aussi très moche, et il faut continuer à travailler le vivant quand même. Voilà. Bravo. Oui, c'est joli. Et est-ce que ça suscite, la question de monsieur, suscite quelque chose chez vous? Oui, ben je veux bien me lancer aussi. Oui, la vie, le vivant, et on pourrait rajouter les vivants aussi pour serrer les questions. C'est vrai qu'il y a un effet de mode et qu'on a eu tendance à remplacer la vie qui paraît trop abstrait par le vivant qui paraît plus incarné et qui parle peut-être plus à l'affect aussi que la vie. Je pense que l'accent est différent, par exemple. Si on réfléchit aux origines de la vie, par exemple, dans l'Antiquité, on se demande comment on passe de la matière inerte à quelque chose qui croît, quelque chose qui est sensible aussi, qui est doué de sensations. Comment on franchit ce seuil entre l'inerte et le sensible. Lorsqu'on parle d'où vient le vivant, là, on a tendance à se demander classiquement d'où viennent les plantes, d'où viennent les animaux, etc. Donc il n'y a pas... C'est une abstraction aussi, le vivant. Il y a des vivants et justement ça a son importance parce que très souvent on a une ou plusieurs espèces vivantes prototypiques et derrière cette question de l'origine du vivant, ce qui intéresse vraiment, c'est par exemple l'origine des animaux qui nous ressemblent plus que les plantes ou alors l'origine de certains vivants privilégiés qui nous sont particulièrement proches. Une poule, ça nous est plus proche, ça vit dans notre environnement et on a des choses à faire avec elle. Ou alors un quadrupède, ça nous ressemble plus qu'une bactérie. Et puis il y a ce vivant privilégié qu'est l'homme. Et donc dans ces récits antiques, par exemple, on a des récits sur l'apparition des animaux et des plantes, mais on a aussi surtout l'apparition des hommes, et même à l'intérieur de l'apparition des hommes, c'est l'apparition de telles lignées précises. Donc dans la vie, on a aussi toujours tendance à sélectionner ce qui nous intéresse. Et de la même façon, lorsqu'on parle des animaux, c'est très vague, et ce que l'on a vraiment en tête, ce sont des animaux qui nous ressemblent. Alors, si vous voulez, pour le dire autrement, il y a des animaux plus vrais que d'autres. Il y a peut-être aussi du vivant, plus prototypiquement vivant pour nous que d'autres. Irène Langlais, ça vous suscite une réflexion Oui, je suis vraiment en accord total avec mes deux comparses. Là, je ne saurais mieux dire cet élément-là de la discussion. Pour moi, ce que j'aurais peut-être à y rajouter, issu des sciences de la science-fiction, c'est que je crois que le vivant est préféré en ce moment dans ces cercles-là pour décrire toutes les fictions qui s'intéressent, comme on l'a un tout petit peu dit, en évoquant Rosny-Aîné, en évoquant les asticots dans le morceau de viande, qui s'intéressent à la frontière, qui s'intéressent au passage entre la mort et la vie, et à cette zone où l'étrangeté vient du fait qu'on pense quelque chose d'inerte alors qu'en fait c'est vivant. Le participe présent ici me paraît témoigner de l'intérêt pour cette transition. Je reviens sur la mort de la Terre là, de Rosny-Aîné. C'est un roman de 1912. Il est très intéressant parce que il est post-humaniste et transhumaniste avant l'heure, même si le narrateur, là, et l'auteur très probablement, à l'époque où c'est écrit, évoque la possibilité avec horreur. Hein. C'est vraiment la répulsion absolue, l'idée de se métisser
avec ces ferromagnétos qui sont en train d'envahir la Terre et de la transformer en quelque chose qui a l'air pas vivant, mais qui peut-être, grâce à ce métissage, pourrait devenir vivant. Et puis, Targ, c'est le nom du héros, dont on assiste à la mort. C'est absolument poignant, c'est pathétique, c'est vraiment le dernier homme. Targ se dit, mais non, je suis fou, mais qui sait si on faisait ça? Je pense que la science-fiction s'intéresse aux vivants pour ces zones de transition, pour le récit de la transition. C'est pour ça qu'on peut quand même encore espérer d'elle. Alors justement, ça me donne une petite transition avant de vous redonner la parole sur, je crois que dans votre livre, justement, celui que j'évoquais tout à l'heure, vous parlez de la frontière entre le vivant et le non-vivant. Alors ça, c'est encore un truc... Oui, alors c'est encore la même question. Quand on se demande d'où vient la vie, on se demande comment est apparu quelque chose de plus que le non-vivant. J'avais un collègue à moi qui l'avait résumé en disant comment ça se fait qu'il existe autre chose que des cailloux et de l'eau sur une planète, quoi. Bon, c'est à partir de. Bon. Alors, moi j'ai travaillé donc après avoir lu abondamment et m'être inspiré abondamment de tous ces travaux sur ces centaines de définitions qui existent sur l'originalité du vivant et la différence entre le vivant et le non-vivant. J'en suis venu à l'idée que, d'abord, il n'y avait aucun consensus qui existait en fonction de la manière dont on considérait le vivant soit comme un ensemble de fonctions, comme un ensemble de molécules. Enfin, il y a tellement d'approches différentes qu'il y a une absence de consensus qui pose un problème quand même aux biologistes, parce que quand on s'aperçoit qu'il n'y a à peu près aucun biologiste qui est d'accord avec un autre pour ce que c'est que fondamentalement les qualités qu'il faut pour être vivant, c'est quand même une question qui est posée à la discipline. Et donc, moi, j'en suis venu à l'idée qu'il ne fallait absolument pas renoncer à définir la vie, je pense que c'est quelque chose de très important, mais qu'on pouvait sortir de cette impasse en remplaçant cette quête du périmètre à l'intérieur duquel est le vivant et à l'extérieur duquel seraient tous les non-vivants par une approche beaucoup plus dynamique où finalement le vivant et le non-vivant entretiennent un rapport d'échange permanent. Alors je vais essayer d'être concret, mais par exemple moi je suis généticien. Et donc, il existe dans la littérature sur la génétique une bibliographie sur c'est quoi le nombre de gènes minimaux qu'il faut pour être vivant. À partir de quand on a beaucoup parlé des virus. Les virus ne sont pas considérés comme vivants parce qu'ils n'ont pas assez de gènes pour être vivants de manière autonome. Ils sont obligés de... Bon. Et quand on regarde ça, en fait, on s'aperçoit que cette recherche d'un seuil est complètement illusoire. Et qu'on a des exemples dans le monde naturel, pas seulement des exemples théoriques, mais qu'on a des exemples dans le monde naturel d'entités qui sont considérées comme vivantes alors qu'elles ont beaucoup moins de gènes que certains virus, par exemple. Et on peut tracer un continuum entre des organismes qui ont des dizaines de milliers de gènes comme nous, ou comme certaines plantes qui en ont beaucoup plus que nous, et des entités qui ont 200 gènes, 50, 10, qui existent matériellement dans la nature. Et là... Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère que l'axe de la génétique, mais on pourrait faire pareil avec le métabolisme, on pourrait faire pareil avec toutes les grandes fonctions du vivant, en fait, il n'y a pas d'épiphanie, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de marche à partir duquel le vivant est constitué. Il existe dans un rapport de tension dynamique, et avec son origine, son environnement d'origine, et je vais boucler sur ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que souvent, la recherche de ce qui fait l'originalité du vivant, c'est la recherche de ce qui fait l'ordre biologique. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand le vivant meurt, il se décompose, il se désorganise. D'ailleurs, on parle d'organisme. Les êtres vivants sont censés être des êtres organisés. Ce que j'ai essayé de défendre, et je le fais à la suite d'autres, j'ai évidemment pas eu cette idée tout seul, c'est que si on considère que l'ordre dans le biologique, et ça a été beaucoup le cheval de bataille de la biologie moléculaire, des années 60, 70, 80. On disait même que le désordre, c'était la mort. Si on considère que l'ordre, on est myope, on est borgne, on ne regarde qu'une partie de ce qu'est la vie. Le vivant, c'est
tout ce qui est en tension entre l'ordre et le désordre. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez un rapport, le vivant produit des formes d'ordre, on se ressemble, on est des humains, on se ressemble plus qu'on ressemble à des êtres d'autres espèces, et on ressemble encore moins à des êtres d'espèces différentes, on se ressemble plus dans nos familles. Bon, il y a des formes de régularité qui apparaissent, mais il y a en permanence des choses, dès qu'il y a une régularité qui apparaît dans le vivant, quelle que soit l'échelle, il y a quelque chose qui défie cette régularité qui apparaît en même temps. Et l'ordre, le vivant est un ordre qui crée son propre désordre. Et donc, l'originalité de la vie, peut-être dans l'univers, j'ose le dire, ce serait toute dynamique qui serait capable d'être comme ça en tension entre l'ordre et le désordre. Et qui ne serait pas complètement gazeux, qui ne serait pas complètement brownien, qui ne serait pas un désordre absolu, mais qui ne serait pas non plus statique et figé comme un cristal. Et du coup, ça reconfigure la question de la frontière entre le vivant et le non-vivant. C'est-à-dire qu'en gros, dans la minéralité, il y a des molécules qui préfigurent les molécules d'ADN. Et chez nous, il y a alors en particulier chez les vertébrés, il y a des portions de minéralité énormes dans nos os. Donc on est comme ça, c'est un exemple, mais on est en permanence dans ce rapport dynamique entre l'ordre et le désordre, entre la structure et la déstructure. Et c'est ça qu'il faut travailler quand on est biologiste, c'est bien sûr chercher l'ordre, mais accepter la beauté et la puissance créative du désordre. C'est absolument passionnant. Moi qui écris des polars, je crois que je vais me mettre à la science-fiction parce que j'adore. Je me permets juste une citation, parce que moi aussi je suis biologiste et je lis les philosophes, pour trouver, je dirais, une inspiration. Et Maurice Merleau-Ponty disait que la vie est ce qui met de la contingence dans la matière. Et je l'ai trouvée extrêmement éclairante pour moi, c'est-à-dire comment donc elle génère ces accidents qui produisent la nouveauté. Et donc, il n'y a pas à séparer d'une certaine façon la vie en tant qu'essence et l'inerte en tant qu'essence. Ils forment un couple dynamique qui, justement, en soi est créateur. Et toute la physique des systèmes loin de l'équilibre nous y conduisent aussi, mais je ne veux pas m'étendre, ce n'était pas la question que je voulais poser. Je profite de la présence d'un historien parce que, en tant que grec, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie grecque, mais en ayant conscience de cette différence d'époque, de cette différence de regard, mais difficile à pénétrer pour faire cette comparaison avec l'aujourd'hui. Et une des notions qui m'a aidé, c'est de comprendre le cheminement de la notion de nature. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous restez simplement au mot et vous cherchez à faire sa trajectoire, on ne peut pas la comprendre sans y introduire cette notion. Je suis influencé par la lecture d'Alexandre Koyré, c'est-à-dire des cosmologies. La cosmologie des anciens Grecs n'était pas celle que nous avons aujourd'hui. Or, la science est une nouvelle cosmologie. Et la question, c'est est-ce que c'est une bonne cosmologie ? C'est-à-dire que la science nous a coupé de notre compréhension du monde. C'est plein de le désenchantement de Max Weber, la perte de résonance d'Hartmut Rosa, il y a plein, l'aliénation d'autres auteurs. Et donc cette cosmologie qu'a créée la science, est-ce qu'elle n'est pas justement, dans ses défauts, de ses déficits, quelque chose sur lequel il va falloir revenir pour que nous réintégrions le vivant justement en tant qu'humain et pas cultiver notre exception culturelle qui nous a permis de dominer la Terre. Merci beaucoup pour cette question. Jean Trinquier, vous voulez Oui, alors peut-être que je n'y répondrai pas sur savoir s'il faut remettre en question la cosmologie scientifique actuelle. En revanche, oui, je dirais volontiers un mot de cosmologie et aussi pour poursuivre cette réflexion sur l'ordre et le désordre. Justement, parce que si on regarde les récits antiques sur la naissance de la vie et sur la naissance du cosmos, donc les récits à la fois cosmogoniques et puis zoogoniques dans l'Antiquité, eh bien, on s'aperçoit que massivement, ils ont pour fonction d'expliquer comment on passe du désordre à l'ordre. Et donc là, la vie
c'est pas du désordre, c'est une forme supérieure d'ordre. C'est comment advient l'ordre actuel. Et c'est ce qui rend aussi ces récits redoutables. Parce qu'à partir du moment où c'est la survenue d'un ordre, ça peut se décliner dans plusieurs domaines, et y compris dans le domaine politique. Comment apparaît l'ordre de l'univers actuel, comment le vivant s'ordonne, et puis comment le monde humain s'ordonne, comment apparaît la cité. Et donc là, on rejoint les récits de fondation, de fondation d'institutions politiques. Pourquoi c'est redoutable, cette superposition ou cette déclinaison des récits sur la survenue de l'ordre dans différents domaines? Eh bien parce que ça a des implications politiques. C'est-à-dire que toute remise en question d'un ordre politique peut être immédiatement retraduite comme atteinte à l'ordre du monde, comme remise en question d'un ordre cosmique. Et là, c'est l'une des grandes dimensions, par exemple, de l'Énéide de Virgile. C'est les ennemis de l'ordre politique actuel sont des ennemis de l'ordre du monde. Et ils ont le statut, en quelque sorte, de rebelles cosmiques. Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport entre l'ordre et le désordre. Mais... Irène Langlais, l'ordre et le désordre, ça vous parle? Ce qui me parle plus, c'est dans la question posée, c'est de se dire que la science a désenchanté le monde, a désenchanté le rapport à la nature. J'ai tendance à penser que pas pour tout le monde. Enfin, si j'ai choisi la science-fiction, c'est précisément parce que c'est la littérature d'enchantement scientifique du monde, du sense of wonder, non seulement des merveilleuses machines, mais du processus de pensée et puis d'un certain être au monde qui est à leur origine. Un être au monde qui peut avoir sa part de sublime d'ailleurs, calqué sur le modèle kantien, ça signifie que les merveilles de la science, de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, des machines merveilleuses, peut nous inspirer un sentiment, mais d'une telle puissance ou d'une telle configuration qu'on peut le ressentir mais on ne peut pas l'exprimer. C'est exactement comme ça que Kant définit le sublime naturel. Alors évidemment, le sublime technologique ou scientifique se caractérise par une historicisation plus marquée. Y a des choses qui paraissaient merveilleuses et qui ne le paraissent plus. Et cette notion de prise dans l'histoire aussi, et de merveille de l'histoire, en particulier de l'histoire à venir et du futur, me paraît être au cœur de non seulement l'écriture, l'invention, mais toute la culture science-fictionnelle. Donc j'aurais tendance à poser ici, dans le cadre de la réflexion, l'idée que c'est pas une fatalité que la science démerveille le monde. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, j'avais pas répondu sur le désenchantement du monde. Je voudrais juste faire remarquer, c'est aussi une forme de grand récit. On a le grand récit de naissance de la vie, de l'avenue de l'ordre. On a aussi le récit du désenchantement progressif du monde. On s'éloigne progressivement d'une façon d'habiter le monde qui était idéale pour quelque chose de plus dysfonctionnel. C'est pour moi aussi une catégorie de grand récit. Si je peux juste faire un commentaire additionnel, j'entends bien j'entends votre remarque. Je suis assez d'accord avec une grande partie de ce que vous dites, mais effectivement, j'ai aussi envie de la nuancer parce que c'est plutôt les modalités par lesquelles on a désenchanté le monde qui me semblent être à interroger. Vous avez dit, vous êtes allé un peu loin, vous avez largement le droit, évidemment. Vous avez dit, la science nous a coupé de la connaissance. Je n'irai absolument pas jusqu'à là. Je crois que c'est le terme que vous avez employé, mais du coup, on est peut-être d'accord. Alors, parce que la science permet aussi de soigner des cancers. Enfin, c'est quand même important de le rappeler. Mais ce qui me paraît effectivement questionnable, et là je vais vraiment aller dans votre sens, c'est par exemple dans notre rapport au reste de la nature, pour utiliser le terme le plus neutre possible, le fait de s'être positionné comme maître et dominateur de la nature, et d'avoir décidé que c'était comme ça qu'on allait comprendre le monde, qui va aussi de pair d'ailleurs avec le machiniser, le regarder comme un ensemble de figures d'ordre justement, dont on va essayer de découvrir la logique.
Et quelque chose qui me semble aujourd'hui très questionnable, et je pense que tout le monde, beaucoup de gens sont d'accord avec ça, reste à trouver une manière de ne plus regarder la nature, et le reste de la nature, et en particulier le vivant, seulement comme des petites machines de précision, sans tomber dans des apories extrêmes, c'est-à-dire de leur prêter des fluides surnaturels qui expliqueraient leur fonctionnement. Donc trouver des manières d'expliquer rationnellement et de manière matérialiste le monde, mais matérialiste, ça veut pas forcément, même mécaniste, ça ne veut pas forcément dire machiniste. C'est des choses qui sont très différentes. Et je pense que on a besoin aujourd'hui de retrouver le sens, y compris dans la recherche de ce qu'est le vivant et de l'originalité du vivant, le sens de tout ce qui est l'exploration, l'exploratoire, le tâtonnement, les essais et les erreurs, qui ont été quand même ce par quoi Darwin a pu fonder sur le long terme la théorie de l'évolution, le hasard et la sélection, de réintroduire ça à toutes les échelles du vivant pour désenchanter d'une certaine manière ça, mais sans enlever la capacité qu'on a à s'émerveiller devant. Merci beaucoup pour l'exposé, il était vraiment très diversifié. Et je suis professeur de philosophie et j'étais très passionné par ce débat, d'autant plus que cette notion, malheureusement, elle a été en fait suspendue dans le programme de philo. Je pense que sur la question du vivant, il faut toujours peut-être, je ne sais pas, moi je considère qu'il faut toujours aller de l'étymologie au concept, parce que beaucoup de questions ont été faites pister sur cette chose. Par exemple, on entend par le vivant, on l'entend sous le schème du mot bios, ou alors zoom, comme disait Aristote, zoom politikon, le vivant animal qui vit en politique, en cité, ou alors le bios, c'est-à-dire la vie. Et alors, la vie, ça s'entend au sens de vie vécue. Et donc, je pense que la modernité nous permet, après cette longue histoire relative en fait, à la réflexion sur le vivant qui est partie de la notion de nature, au départ, on est passé par le grec, etc., les premiers éléments, les 4 éléments, air, feu, terre, etc. Et puis, il y a eu le créationnisme ou le finalisme. Il faut rappeler que la question du vivant, elle tourne autour de cette confrontation entre mécanisme, c'est-à-dire la modernité, et on va dire, ou la postmodernité, et finalisme, c'est-à-dire comme s'il y avait une finalité qui était vue par, ou un dieu dans le coup, la nature, comme disait Aristote, la nature ne fait rien en vain. Après, il y a eu cette rupture. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui parlait de la notion grecque, le retour à la cosmologie, je dirais même ontologie. Les ontologies, elles changent. Le progrès scientifique, il change l'ontologie. Donc il faut accepter la modernité. D'ailleurs, ce qui importe du vivant sont... est-ce qu'on peut échapper à la confrontation entre ceux qui refusent la vérité scientifique de nos jours, les complotistes, et ceux qui sont nostalgiques aussi d'un certain discours créationniste, ou alors on reprend Kant, comme l'a dit l'intervenante aussi, qui a rappelé Kant tout à l'heure, dans la faculté du juger, c'est la quête d'un sens. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre le vivant sous le schème de l'explication, mais aussi il faut joindre à ça aussi la question de la compréhension. Bon, alors on va répondre à votre question, s'il vous plaît, de la façon la plus concise possible, parce que j'aimerais bien quand même qu'on passe le micro à... Je viens de réaliser que seuls des hommes ont posé des questions, ce qui m'embête un peu. Oui, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès, et du coup, je veux absolument qu'au moins une ou deux femmes puissent poser des questions, même si ça me paraît bizarre de le formuler de cette façon, mais on est obligé. Donc, s'il vous plaît, répondez de façon la plus concise possible à monsieur, pendant que, si vous pouvez donner le micro à madame avec des lunettes, là, qui a posé une question, et peut-être une autre derrière. Voilà. Voilà, je suis désolée, parfois il faut être un peu volontariste. Allez-y, si vous pouvez répondre. Fait, votre question était plutôt un commentaire, et je suis assez d'accord avec votre commentaire, mais il faudrait évidemment clarifier ce qu'on entend par compréhension dans tout ça. Enfin, c'est pas forcément évident d'y répondre, mais vous avez... Oui, mais... En fait, je suis d'accord, mais ça dépend quel sens on veut donner à l'activité de recherche. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de sens métaphysique? Dans ces cas-là, l'activité de recherche, elle est un peu. Enfin, le biologiste ne peut pas prétendre à répondre au sens de la vie, au sens des Monty Python ou autre. Mais par contre, on peut donner une rationalité
on peut donner des explications logiques pour lesquelles il y a une diversité qui existe sur Terre, pourquoi il y a des formes de vie diverses qui apparaissent et pas qu'une seule. Enfin, on peut donner des explications sensées à ça, mais ça ne donnera pas forcément un sens existentiel à notre vie. Madame. Merci beaucoup. Donc moi, je viens plutôt du secteur privé de l'environnement. J'ai une question parce qu'on entend beaucoup en ce moment un narratif qui vient, en fait, qui nous dirait qu'il y aurait eu une nouvelle vision de la biologie dans les années 60-70, considérant que le système Terre, du coup, serait un être vivant en soi, réunissant plutôt le côté intelligence et biologie avec les travaux de Capra, Margulis, Varela, et que du coup, on ferait une erreur, en fait, en considérant le vivant comme un objet et non comme un sujet, introduisant au monde de l'entreprise, du coup, le fait d'aller voir le droit des vivants, de mettre le vivant dans sa gouvernance. Et voilà, que ce serait finalement l'actualisation du grand public de théories biologiques connues qui ne seraient pas encore arrivées. Et voilà, je serais très curieuse du coup de votre avis, parce que je ne suis pas du tout une experte sur cette thématique. Alors, attendez, juste une question très pratique. Johan, est-ce qu'on peut déborder un quart d'heure sur notre débat ? Très bien. Donc on va pouvoir vous répondre tranquillement. Et du coup, si vous pouvez passer le micro à une dame derrière qui voulait poser une question aussi. Allez-y. Je ne veux pas monopoliser la parole. Effectivement, donc, dans ce qui se rejoue actuellement sur la vogue du vivant qu'il y a actuellement, il y a, et vous l'avez évoqué, je pense, implicitement, beaucoup la notion d'interdépendance des vivants les uns par rapport aux autres. Et quand on parle des sciences du système Terre, vous avez fait référence à Margulis, mais on peut parler de Lovelock aussi, évidemment, sur, en fait, qu'est-ce que dit Lovelock ? Il ne dit pas la Terre est un être vivant au sens où elle va se diviser en deux, puis en quatre, comme on a un peu eu tendance à ridiculiser son propos, mais de dire qu'il y a des effets rétroactifs, que la présence de la vie sur Terre a des effets massifs sur les dynamiques terrestres et qu'il faut les comprendre. Ça, effectivement, c'est largement... ça fait irruption... comme programme de recherche depuis quelques années dans les laboratoires, ces effets retours qui sont redoutablement compliqués, y compris sur le plan épistémologique, parce que quand les effets deviennent des causes, on a un brouillage, y compris logique, qui est très compliqué. Bon. Mais en tout cas, ça existe. Et ça amène notamment à expliquer pourquoi on comprend de plus en plus le vivant. Je critiquais tout à l'heure une forme... je prenais une position un peu ferme vis-à-vis d'en rester au seuil de l'émerveillement. Mais je comprends aussi ça comme une prise de conscience de la fragilité du vivant par rapport au narratif qui a existé pendant très longtemps, qui a été sa formidable perfection, efficience, efficacité, le fait qu'il aurait été poli par l'évolution naturelle pour produire des petites machines de précision que serait chacun des vivants. Et donc ça, je pense que ça s'explique... effectivement, ça prend de l'ampleur aujourd'hui. Et alors, vous dites, je viens du privé, en fait, référence au droit du vivant. Et ça, c'est assez crucial, en fait, parce que le droit... Alors, je ne suis pas juriste, mais j'ai un peu travaillé sur cette question. Et par exemple, quand des gens comme moi ou d'autres, on tient un discours sur la porosité des frontières entre le vivant et le non-vivant, c'est redoutable pour des juristes, parce que, évidemment, les juristes créent des catégories. Et les catégories, elles sont censées aussi nous protéger. Il faut aussi le rappeler. C'est-à-dire que si j'arrive en disant il n'y a pas de vie, il n'y a pas de frontière entre le vivant et le non-vivant, ça peut être mal compris, une manière de fragiliser les plus fragiles des vivants. Quand on fait des lois sur la biodiversité, on fait des lois sur la protection des êtres vivants, pas sur la protection des cailloux. Donc le droit crée des catégories un peu tranchantes. Et évidemment, c'est pas facile d'évoluer dans l'univers, de faire cohabiter ce droit qui fabrique des catégories avec les découvertes ou les redécouvertes qu'on fait de plus en plus nombreuses sur la porosité, sur les dynamiques, sur le fait que chaque vivant se nourrit d'un autre, que chaque vivant est plus ou moins vivant. Enfin, vous voyez bien que là, il y a une sorte de dialectique de la continuité face au discontinu que sont les catégories du droit. Et tout le monde doit y faire attention. C'est-à-dire, je pense qu'on ne doit pas fabriquer des catégories artificielles. Mais par contre, moi, en tant que biologiste qui tient un discours sur la continuité des choses, je dois aussi faire attention à ne pas expliquer qu'il n'y a pas de distinction à faire entre le moindre des cailloux et un vivant, et à l'intérieur des vivants, des humains. Enfin, j'ai des positions de citoyens aussi qui font que je fais des différences très claires entre tout ça. Voilà. Jean Trinquet, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, une très brève remarque d'historien. Vous avez tout à fait raison de rappeler que la définition du vivant, en particulier en extension, ne va pas du tout de soi et finalement varie en fonction des époques. Là, on assiste à une évolution peut-être, mais et varie en fonction des sociétés. Dans l'Antiquité, on pouvait classer. Il y a des vivants évidents, évidemment, du vivant paradigmatique, mais on peut étendre la catégorie. Les astres sont-ils vivants? Le mouvement des astres, finalement, ne serait-il pas le paradigme du mouvement qui anime le vivant? C'est des voies qu'on a aussi explorées. Madame, oui, allez-y. En fait, ma question rejoignait aussi celle-ci, mais peut-être d'une façon plus précise. Par exemple, le phénomène symbiotique, est-ce que comment le classeriez-vous? Comme un état, chaotique, ou comme un état plutôt d'ordre? C'est comme vous parlez de dynamique et cette question de ou de porosité. Moi, je trouve que, en même temps, Lynn Margulis a certainement pointé quelque chose dans le vivant qui était purement scientifique, mais qui finalement pose des questions qui vont bien au-delà. Oui. Et bon, moi, je suis dans le domaine artistique, mais c'est des questions qui me passionnent. Et voilà, je voulais savoir votre sentiment sur ce processus qui, juste pour finir, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle de perception, par exemple, les lichens sont vraiment des choses qui ont longtemps posé question. Ils remontent dans l'actualité parce qu'effectivement, la génétique nous permet de comprendre qu'effectivement, il y a bien une communauté et non pas un individu, alors qu'on perçoit bien une seule chose. Et c'est dans ces questionnements-là, je trouve, qu'il faudrait peut-être... enfin, voilà, j'ai besoin de... Si vous pouvez me donner votre avis. Allez-y. Merci beaucoup de votre question. Elle est cruciale. Enfin, la question de la symbiose a beaucoup alimenté toutes les réflexions sur les frontières l'absence de frontières et les dynamiques entre le vivant et le non-vivant. Alors je rappelle ou j'explique peut-être pour s'il vous plaît, tout le monde. Les symbioses, c'est, on va dire, à différentes échelles, c'est des interdépendances entre des vivants qui peuvent être plus ou moins étroites, plus ou moins indispensables à certains de ces vivants, avec un continuum entre des situations où chacun en profite et puis des situations où un vivant en profite au détriment d'un autre. Donc vous avez parlé des lichens, mais il y a des formes de symbiose qui sont encore plus extraordinaires, qui sont par exemple des cellules qui vivent à l'intérieur d'autres cellules. C'est beaucoup là-dessus que moi j'ai travaillé en fait comme objet biologique, où on s'aperçoit que le milieu de vie de certaines bactéries, c'est des cellules. Et donc, étant donné qu'elles vivent dans un environnement où tout est fourni par l'activité de la cellule, elles se sont déprivées de plein de gènes, et elles sont dans une forme d'interdépendance avec la cellule qui les accueille. Et ça, effectivement, ça compte pour une grande part dans les exemples où il y a des êtres vivants qui ont très très peu de gènes parce qu'ils sont, d'une certaine manière, ils sous-traitent, quoi. Et donc cette idée des symbioses, elle nous dit quoi en fait? Y compris sous cet angle le plus intime, elle nous dit, et vous avez raison de dire que ça produit de la pensée, elle nous dit que, par exemple, il ne peut pas y avoir de vivant sans autre vivant. Il peut pas y avoir... En fait, toute définition du vivant va être un peu tautologique. Elle va nécessiter que des vivants existent pour parler de la vie telle qu'elle est. On est tous, on a beaucoup travaillé la question de l'autonomie pour dire qu'il n'y avait pas des forces surnaturelles qui faisaient réagir les vivants dans telle ou telle direction, mais on sait aujourd'hui que c'est très très insuffisant puisque les vivants sont en interdépendance à toutes les échelles, à tous les niveaux, à toutes les échelles de temps, à toutes les échelles de taille. Les vivants sont dans une forme d'interdépendance. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça dit à la pensée, ça? Et ça, pour moi, c'est un sujet, peut-être que des réponses existent, mais pour moi, c'est vraiment des sujets de questionnement. C'est comment penser sans catégorie? Comment penser sans case? Comment penser sans régularité? C'est très difficile, c'est redoutable. Et ça, c'est une enquête qui est en cours, avec plein de personnes, on doit faire, j'imagine, en parallèle, mais c'est aussi arriver à l'aboutissement qui est que ce qui est incroyable dans le vivant, c'est que ça fabrique de la pensée. Et ça fabrique des questionnements sur la manière dont on pense et sur les habitudes qu'on a
de penser avec des catégories. Et je ne dis pas que les catégories c'est mal. Je sais qu'elles ont en permanence besoin d'être bousculées. Quand on est un biologiste, à chaque fois qu'on a une catégorie bien définie, ce que c'est qu'un gène, ce que c'est qu'une cellule, ce que c'est qu'un génome, on est toujours confronté à quelque chose qui vient défier cet ordre-là. Je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours un défi par rapport à l'ordre, par rapport à la régularité. Mais on a aussi besoin de ces catégories pour organiser nos connaissances. Et donc, ce que le vivant nous donne, presque comme cadeau, c'est, je trouve, ce défi de nous dire qu'est-ce que ce serait une pensée qui accepterait autre chose que des catégories. C'est pas facile. C'est passionnant. Irène Langlais. Je peux pas entendre un aussi formidable exposé sans vous inviter à lire Solaris de Stanislas Lem. Parce que c'est une histoire fondée sur cette hypothèse de planète-monde, enfin de planète-être. Le livre est de la même époque que les théories dont vous parliez. Et c'est une histoire qui est l'histoire de gens essayant de penser sans catégorie. Parce que justement aucune des catégories ne fonctionne, et donc ils font des essais de mise en symbiose avec l'espèce d'organisme planétaire qu'est la planète Solaris. Et oubliez les deux films qui en ont été tirés, parce que les deux films en question mettent l'accent sur quelque chose de très intéressant dans le récit, qui est sa dimension fantastique. Je vous invite vraiment à lire le texte, qui est désormais dans une traduction révisée, qui est un texte formidable, s'interrogeant précisément, c'est l'une des science-fiction philosophiques sur les catégories et sur la symbiose les plus abouties. Jean Trinquet, un petit mot de conclusion de tout ça? Un petit mot de conclusion à la lourde tâche. Peut-être qu'on pourrait réfléchir sur l'articulation entre notre sujet, d'où le vivant, et puis nous, le vivant, qui est le titre général de cette biennale. Bon, d'où vient le vivant, c'est comprendre, c'est un effort de compréhension, comprendre le vivant. Pourquoi se demander d'où vient le vivant? C'est aussi comprendre notre place dans le vivant et les liens de parenté. Et là, c'est évidemment parce qu'il peut y avoir un modèle généalogique derrière ça, les liens de parenté qui peuvent nous unir avec les autres vivants. Et puis, je pense que c'est deux points de vue possibles sur la vie. C'est le jaillissement de la vie, donc la vie, le vivant comme créativité. Mais si le vivant a un début, a un commencement, on peut aussi se demander si le vivant n'a pas une fin. Et donc là, on retrouve la question de la mortalité du vivant, de l'extinction des vivants. Est-ce que le vivant ne serait pas lui-même comme un organisme vivant ayant une naissance et une mort? Bon, moi, je préfère rester sur le jaillissement de la vie plutôt que sur l'extinction. Donc, je préfère terminer là-dessus. Écoutez, moi, en tout cas, personnellement, je les écouterai tous les trois pendant des heures, parce qu'on a l'impression que c'est leur science. Et surtout, je trouve qu'ils ont une façon, chacun d'eux, dans leur genre, très, très, justement, pleine de vie, de nous raconter l'origine du vivant, qui est absolument formidable. Donc, je les en remercie tous les trois. Merci. Et merci à vous aussi.